Lorsque les gardes prétoriens frappèrent à la porte de la villa sénatoriale de Marcus Lepidus, à l'aube du 15 mars de l'an 38 après Jésus-Christ, son épouse Cornelia ignorait que cette convocation impériale transformerait son corps en propriété officielle de l'État romain. Le parchemin scellé du cachet de Caligula contenait un ordre qu'aucune famille patricienne ne pouvait refuser sans risquer l'accusation de trahison. Comparution obligatoire au temple privé de Jupiter sur le mont Palatin pour une cérémonie religieuse de la plus haute importance. Mais ce qui se déroula cette nuit-là dans les appartements impériaux ne fut nullement un rituel divin. Ce fut le premier de 7 actes intimes progressifs que l'empereur avait architecturés pour détruire méthodiquement la structure familiale de l'élite sénatoriale romaine. Cornelia revint à l'aube, vêtements déchirés et regard vide, incapable de prononcer le moindre mot sur ce qu'elle avait vécu. Son mari découvrit près d'elle un document officiel, une dette de 50 000 sesterces pour l'honneur d'avoir vu son épouse choisie par Jupiter, incarné lui-même. Cette nuit ne fut que la première. Durant les 47 mois suivants, Caligula transformerait le palais impérial en un laboratoire d'humiliation systématique où la dignité romaine serait disséquée vivante à travers des pratiques aussi calculées que dévastatrices. Avant de poursuivre cette plongée dans les archives interdites de Rome, j'aimerais vous inviter à rejoindre cette communauté passionnée par les vérités historiques dissimulées. Si cette révélation sur les méthodes de Caligula vous intrigue, n'hésitez pas à laisser un like sur cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune investigation future. Dans les commentaires, partagez votre localisation, que vous soyez de Paris, Lyon, Marseille ou ailleurs en France. Cela m'aide énormément à comprendre qui compose cette communauté extraordinaire. Et surtout, suggérez-moi des personnages historiques dont vous aimeriez découvrir les secrets les mieux gardés. Quelles figures du passé vous fascinent? Quelles époques souhaitez-vous explorer ensemble? Vos recommandations guident directement le contenu à venir. Maintenant, replongeons dans les ténèbres du palais impérial où l'horreur ne faisait que commencer. Rome, année 37 après Jésus-Christ. L'Empire romain domine le monde méditerranéen avec une autorité absolue qui s'étend de la Britannia jusqu'aux frontières de la Parthie. Au sommet de cette pyramide de pouvoir se trouve Gaius Julius César, Augustus Germanicus, connu sous le nom de Caligula, 3e empereur de la dynastie julio-claudienne. Il accède au trône impérial à seulement 24 ans après la mort de Tibère, accueilli initialement avec euphorie par le peuple romain qui espère une ère nouvelle de prospérité. Le mont Palatin, colline sacrée dominant le forum romain, abrite le complexe palatial où réside l'empereur avec sa cour. Cette résidence impériale n'est pas simplement une demeure luxueuse, mais le centre névralgique du pouvoir absolu où se décident les destins de millions de sujets. La classe sénatoriale, composée de 300 familles patriciennes héritières des anciennes lignées républicaines, constitue théoriquement l'élite gouvernante de Rome. Mais sous Caligula, cette aristocratie découvrira que leurs privilèges ancestraux, leur fortune colossale et même la sacralité de leur foyer ne les protègent nullement face à un empereur qui considère son pouvoir comme divin et illimité. Le contexte religieux romain permettait aux empereurs de revendiquer une nature divine, transformation que Caligula exploitera avec une perversité méthodique pour justifier l'injustifiable. Gaius Julius César, Augustus Germanicus, surnommé Caligula, en référence aux petites sandales militaires qu'il portait enfant dans les camps légionnaires, incarnait la contradiction vivante de Rome impériale. Né en l'an 12 après Jésus-Christ, fils du général adoré Germanicus et d'Agrippine l'Ancienne, il grandit entouré de gloire militaire et de complots dynastiques. Son enfance fut marquée par l'assassinat présumé de son père et l'exil brutal de sa mère, événements qui sculptèrent sa psyché de manière indélébile. Lorsqu'il accéda au pouvoir en mars 37, Rome célébra l'avènement d'un jeune empereur prometteur. Mais une maladie mystérieuse survenue 7 mois après son couronnement transforma radicalement sa personnalité. Les historiens antiques comme Suétone et Dion Cassius rapportent qu'après cette fièvre dévastatrice, Caligula émergea métamorphosé, convaincu de sa divinité absolue et obsédé par la démonstration tangible de son pouvoir illimité. Les épouses sénatoriales qu'il convoquait n'étaient pas des victimes aléatoires, mais des cibles soigneusement sélectionnées parmi les familles les plus influentes de Rome. Cornelia, Valeria, Livia,
Aemilia et des dizaines d'autres matrones issues des lignées patriciennes les plus anciennes découvrirent que leur statut social, loin de les protéger, faisait d'elles des instruments parfaits pour l'architecture de terreur que Caligula échafaudait méthodiquement. Le système que Caligula instaura dans les ailes orientales du palais impérial entre mars 38 et janvier 41 après Jésus-Christ ne relevait nullement de l'improvisation chaotique d'un esprit dérangé. Il s'agissait d'une architecture méthodique de domination construite sur 3 piliers interdépendants qui transformèrent le Mont Palatin en laboratoire de destruction psychologique. Le premier pilier exploitait la théologie impériale romaine avec une perversité calculée. Caligula se proclama incarnation vivante de Jupiter, divinité suprême du panthéon romain, autorité que personne ne pouvait contester sans commettre un sacrilège passible de mort immédiate. Cette transformation divine lui permit de créer un nouveau rituel religieux obligatoire qu'il nomma les cérémonies de l'union sacrée. Les convocations arrivaient toujours de nuit, portées par des gardes prétoriens en tenue cérémonielle complète, accompagnés de parchemins scellés du sceau impérial portant la formule juridique incontestable. Convocation au nom de Jupiter Capitolin pour participation à un rite sacré de première importance pour la sécurité de l'Empire. Aucune famille sénatoriale ne pouvait refuser sans s'exposer à une accusation de trahison religieuse, crime qui entraînait non seulement l'exécution du coupable, mais la confiscation totale des biens familiaux et la réduction en esclavage de tous les descendants. Les épouses convoquées découvraient en franchissant les portes du temple privé de Jupiter, édifice que Caligula avait fait construire dans l'enceinte même du palais, que le rituel sacré consistait en réalité en une union physique forcée avec l'empereur. Des prêtres corrompus officiaient ces cérémonies nocturnes, récitant des prières inventées qui transformaient la violence en devoir religieux. Suétone rapporte dans sa vie des 12 Césars que Caligula avait fait rédiger un manuel théologique complet justifiant ces pratiques, document qui fut systématiquement détruit après son assassinat, mais dont des fragments survécurent dans les archives secrètes du Vatican. Les témoignages de Sénèque le Jeune, qui fréquentait la cour impériale durant cette période, révèlent que les femmes revenaient de ces cérémonies dans un état de choc profond, incapables de parler pendant des jours, marquées physiquement et psychologiquement. Mais le génie machiavélique de ce système résidait dans sa dimension suivante. Chaque participation était officiellement enregistrée comme un honneur impérial accordé à la famille, honneur qui s'accompagnait automatiquement d'une dette financière monumentale. Les documents comptables retrouvés dans les ruines du palais après l'incendie de Rome en 64 après Jésus-Christ montrent que Caligula facturait entre 50 000 et 200 000 sesterces par cérémonie, sommes astronomiques que peu de familles pouvaient régler immédiatement. Cette dette créait une dépendance financière qui permettait à l'empereur d'exiger des faveurs politiques, des votes sénatoriaux favorables à ses décrets les plus tyranniques, et surtout, elle justifiait la convocation suivante pour un deuxième acte encore plus dégradant. Le deuxième pilier du système impérial de Caligula transformait des sections entières du palais du Mont Palatin en établissements commerciaux d'un genre totalement inédit dans l'histoire romaine. L'aile sud du complexe palatial fut réaménagée en une série de chambres luxueusement décorées que l'empereur baptisa officiellement les salons de Vénus impériale. Mais derrière cette appellation poétique se cachait une réalité atroce. Caligula y installait de force les épouses des sénateurs les plus endettés, les transformant en servantes obligées de recevoir des visiteurs sélectionnés parmi l'élite commerciale de Rome, les gouverneurs provinciaux en visite dans la capitale et même certains ambassadeurs étrangers. L'historien Dion Cassius, écrivant 2 siècles après les faits mais s'appuyant sur des archives aujourd'hui perdues, décrit comment l'empereur avait créé un système de tarification officielle où chaque rencontre était facturée selon le rang social de la matrone impliquée. Une épouse de consul valait 5 000 sesterces la nuit, une épouse de préteur 3 000, et ainsi de suite selon une hiérarchie perverse qui transformait le statut aristocratique en marchandise tarifée. Les revenus générés alimentaient directement le trésor impérial, mais surtout, Caligula forçait les maris eux-mêmes à participer au système en tant que clients payants de leurs propres épouses.
Des registres comptables fragmentaires découverts lors de fouilles archéologiques au XIXe siècle confirment l'existence de transactions où des noms de sénateurs apparaissent simultanément comme débiteurs et comme clients facturés. Cette double humiliation, financière et conjugale, détruisait méthodiquement la structure même de l'autorité patriarcale romaine. Les hommes qui avaient gouverné des provinces entières, commandé des légions, administré la justice au nom de Rome, se retrouvaient réduits à payer pour accéder à leurs propres épouses dans un bordel impérial. Tacite, dans ses annales, mentionne brièvement ce système avant que les passages concernés ne soient censurés dans la plupart des manuscrits médiévaux, mais les versions complètes conservées dans certains monastères byzantins révèlent des détails glaçants sur la manière dont Caligula présidait personnellement certaines de ses nuits, observant depuis une loge surélevée les scènes qui se déroulaient en contrebas, prenant des notes sur les réactions des participants, cataloguant méthodiquement les limites de la résistance humaine face à l'humiliation totale. Si ces révélations sur les mécanismes de contrôle impérial vous fascinent autant qu'elles me passionnent lors de mes recherches dans les archives historiques, je vous invite chaleureusement à soutenir ce travail d'investigation. Abonnez-vous à la chaîne pour accéder régulièrement à ces vérités dissimulées pendant des siècles par la censure officielle. Chaque like que vous laissez sur cette vidéo m'encourage à poursuivre ces plongées dans les documents interdits de l'histoire impériale. Dans les commentaires, partagez votre région, que vous soyez de Provence, de Bretagne, d'Île-de-France ou d'ailleurs, cela m'aide énormément à comprendre qui compose cette communauté extraordinaire de passionnés d'histoire authentique. Suggérez-moi également quels empereurs, impératrices ou périodes historiques vous souhaiteriez explorer ensemble dans les prochaines investigations. Vos recommandations guident directement le contenu à venir. Maintenant, poursuivons cette descente dans les abîmes du palais impérial, car le troisième pilier du système de Caligula révèle des pratiques encore plus glaçantes que tout ce que nous avons découvert jusqu'à présent. Le troisième pilier du système impérial de Caligula atteignit son paroxysme dans les profondeurs interdites du palais du Mont Palatin, là où l'empereur avait fait aménager ce qu'il appelait l'amphithéâtre privé de Neptune. Cette salle souterraine, découverte lors de fouilles archéologiques menées en 1878 par l'archéologue italien Rodolfo Lanciani, révéla des installations hydrauliques sophistiquées et des gradins en marbre disposés en cercle autour d'un bassin central de 12 mètres de diamètre. Les inscriptions gravées sur les murs, partiellement effacées mais déchiffrées grâce aux techniques modernes de restauration épigraphique, confirment que Caligula y organisait ce qu'il nommait les épreuves de résistance aquatique, compétitions nocturnes où les épouses sénatoriales étaient contraintes de participer à des défis physiques extrêmes devant une audience triée sur le volet composé de hauts dignitaires impériaux, de généraux légionnaires et d'ambassadeurs étrangers. Les témoignages fragmentaires de Sénèque le Jeune, conservés dans des manuscrits byzantins du Xe siècle, décrivent ces nuits avec une précision glaçante. Les femmes convoquées arrivaient au crépuscule, escortées par des gardes prétoriens qui les conduisaient dans des vestiaires souterrains où des esclaves spécialement formés les préparaient selon un protocole rigoureux. Elles devaient revêtir des tuniques de lin transparent spécialement tissées dans les ateliers impériaux de Tarente, vêtements qui devenaient complètement translucides au contact de l'eau, éliminant toute possibilité de préserver la moindre intimité corporelle. Le rituel débutait invariablement par ce que Caligula appelait la procession de présentation, moment où chaque participante devait défiler lentement autour du bassin pendant que l'empereur commentait publiquement ses attributs physiques, comparant les corps féminins avec la froideur clinique d'un marchand évaluant du bétail lors d'une vente aux enchères. Des tablettes de cire retrouvées dans les archives du palais, miraculeusement préservées dans une cache murée découverte en 1923, contiennent des notations détaillées de ces évaluations, classant les femmes selon des critères anatomiques précis avec une méthodologie qui préfigurait de manière sinistre les pratiques eugéniques modernes. Les épreuves elles-mêmes variaient selon l'humeur impériale, mais suivaient généralement une escalade calculée de difficultés et d'humiliation. La première consistait en ce que les documents nomment l'épreuve de l'immersion prolongée, où les participantes devaient maintenir leur respiration sous l'eau pendant des durées progressivement croissantes, tandis que des esclaves plongeurs les maintenaient immergés. Pline l'Ancien, dans un passage censuré de son histoire naturelle redécouvert dans un palimpseste du monastère de Saint-Gall en Suisse,
mentionne que plusieurs femmes périrent par noyade durant ces exercices, décès officiellement enregistrés comme accident rituel inévitable dans le cadre de cérémonies religieuses dédiées à Neptune. La deuxième épreuve, nommée le défi de la traversée enchaînée, obligeait les femmes à nager d'un bout à l'autre du bassin avec des poids de plomb attachés aux chevilles, exercice d'une cruauté calculée qui épuisait rapidement même les participantes les plus jeunes et vigoureuses. Mais c'était la troisième épreuve qui révélait la perversité absolue du système impérial. Baptisée la compétition de l'endurance ultime, elle consistait en une série d'actes physiques extrêmes que les sources historiques décrivent avec une pudeur euphémistique, mais dont la nature exacte peut être déduite des contextes médicaux rapportés par Galien de Pergame, médecin personnel de plusieurs empereurs romains qui succédèrent à Caligula. Dans ses traités médicaux, Galien mentionne avoir traité de nombreuses femmes de l'aristocratie romaine pour des traumatismes physiques spécifiques qu'il attribue directement aux pratiques palatines de l'ère caligulienne, blessures internes et externes, d'une gravité telle qu'elles nécessitaient des interventions chirurgicales risquées et laissaient souvent des séquelles permanentes affectant la capacité reproductive des victimes. L'audience assistant à ces spectacles nocturnes n'était pas composée de simples voyeurs passifs. Caligula avait institué un système de participation obligatoire où les sénateurs dont les épouses concouraient devaient non seulement être présents dans les gradins, mais également parier publiquement sur les performances de leurs conjointes. Les registres financiers fragmentaires indiquent que ces paris étaient enregistrés officiellement et que les perdants voyaient leur dette impériale augmenter proportionnellement aux montants engagés. Cette dimension financière transformait le trauma conjugal en ruine économique, créant un cercle vicieux où l'humiliation générait l'endettement, et l'endettement justifiait de nouvelles convocations pour de futures épreuves. Plus sinistre encore, Caligula avait établi un système de récompense pour les gagnantes de ces compétitions, prix qui consistait paradoxalement en une réduction partielle de la dette familiale, créant ainsi une compétition forcée entre les victimes elles-mêmes. Des lettres privées découvertes dans les ruines de villas patriciennes près de Pompéi révèlent que certaines femmes, brisées psychologiquement par le système, en vinrent à supplier leurs maris de les laisser participer volontairement aux épreuves suivantes dans l'espoir désespéré de réduire les dettes qui menaçaient de détruire financièrement leurs familles entières. Cette perversion du consentement, où la survie économique forçait une apparence de participation volontaire, représentait peut-être l'aspect le plus démoniaque du génie machiavélique de Caligula. Le système de Caligula ne s'arrêtait jamais aux actes nocturnes eux-mêmes. L'empereur avait institué des protocoles de vérification matinale d'une minutie bureaucratique qui transformait le trauma privé en documentation officielle d'État. Chaque femme ayant participé aux cérémonies du temple de Jupiter ou aux épreuves de l'amphithéâtre de Neptune devait se présenter à l'aube dans les quartiers médicaux du palais où une équipe de médecins impériaux, dirigée par le grec Xénophon de Cos, procédait à des examens physiques complets dont les résultats étaient consignés sur des tablettes de cire officielles. Ces documents médicaux, dont plusieurs exemplaires carbonisés furent découverts lors des fouilles de Pompéi dans des coffres appartenant à des familles sénatoriales ayant fui Rome, contenaient des descriptions anatomiques d'une précision clinique glaçante. Les médecins notaient chaque marque corporelle, chaque blessure, chaque signe physique résultant des activités nocturnes, créant ainsi des archives médicales qui servaient simultanément de preuves de participation et d'outils de chantage potentiels. Galien de Pergame, dans ses traités gynécologiques rédigés 3 décennies après la mort de Caligula, fait référence à ces protocoles en mentionnant que de nombreuses patientes qu'il soignait portaient encore les séquelles physiques de ce qu'il appelle pudiquement les examens palatins de l'ère caligulienne. Ces vérifications médicales n'étaient pas de simples formalités administratives. Elles constituaient une étape supplémentaire dans l'architecture de domination impériale, car les rapports médicaux étaient systématiquement transmis aux maris des femmes examinées, accompagnés de factures détaillées pour les soins prodigués. Ainsi, un sénateur recevait non seulement la confirmation documentée de ce que son épouse avait enduré, mais également une nouvelle dette pour les services médicaux impériaux rendus nécessaires par les pratiques palatines. La dimension publique de ces vérifications atteignait son paroxysme lors des cérémonies de validation officielles que Caligula organisait dans la salle du trône impérial. Suétone décrit dans sa Vie des 12 Césars comment l'empereur convoquait régulièrement le Sénat au complet
pour des sessions extraordinaires où il présentait personnellement les rapports médicaux de certaines épouses sénatoriales, lisant à haute voix devant l'Assemblée les détails anatomiques consignés par ses médecins. Ces lectures publiques transformaient l'humiliation privée en spectacle politique, démontrant tangiblement qu'aucun corps romain, aussi noble fût-il, n'échappait au regard et au contrôle impérial. Les sénateurs présents devaient écouter en silence pendant que l'empereur commentait les capacités physiques de leurs épouses, comparait les performances des différentes femmes lors des épreuves aquatiques et annonçait les nouvelles dettes accumulées. Toute protestation, toute expression de désapprobation était immédiatement interprétée comme un acte de lèse-majesté passible d'exécution. Les archives sénatoriales fragmentaires conservées dans les collections du Vatican révèlent que plusieurs sénateurs choisirent le suicide plutôt que d'endurer ces humiliations publiques répétées. Marcus Junius Silanus, beau-frère de Caligula et consul désigné, se trancha la gorge dans sa villa de Tibur en l'an 38 après avoir assisté à une session où l'empereur avait lu publiquement le rapport médical concernant son épouse Junia Claudilla. Sa mort ne fut pas enregistrée comme suicide politique, mais comme accident domestique, euphémisme bureaucratique qui permettait à l'État de confisquer ses biens sans déclencher de scandale public. Les conséquences dynastiques du système caligulien s'étendirent bien au-delà des victimes immédiates. L'empereur utilisait stratégiquement les informations collectées lors des examens médicaux pour identifier les femmes fertiles de l'aristocratie et orchestrer des mariages forcés qui servaient ses intérêts politiques. Plusieurs sources historiques mentionnent que Caligula dissolvait arbitrairement des unions patriciennes établies depuis des décennies pour imposer de nouvelles alliances matrimoniales basées sur les données médicales de ses archives palatines. Dion Cassius rapporte le cas de Lollia Paulina, épouse du gouverneur de Macédoine Publius Memmius Regulus, que Caligula força à divorcer pour l'épouser lui-même après avoir consulté les rapports médicaux attestant de sa fertilité exceptionnelle. Ce mariage dura moins de 6 mois avant que l'empereur ne la répudie pour épouser Caesonia, mais il établit un précédent terrifiant. Les unions aristocratiques romaines n'étaient plus des contrats privés entre familles, mais des arrangements provisoires soumis au bon vouloir impérial et modifiables à tout moment, selon les caprices ou les calculs politiques du souverain. Cette dissolution systématique de la stabilité matrimoniale détruisit les réseaux d'alliances traditionnels qui constituaient l'ossature du pouvoir sénatorial. Les familles patriciennes ne pouvaient plus planifier de stratégie dynastique à long terme, puisque n'importe quel mariage pouvait être annulé par décret impérial du jour au lendemain. Cette instabilité créa un climat de terreur permanente, où même les unions les plus anciennes et les plus respectées n'offraient aucune sécurité. L'impact économique du système se révéla tout aussi dévastateur que ses dimensions psychologiques et politiques. Les dettes accumulées par les familles sénatoriales atteignirent des niveaux astronomiques qui menaçaient la solvabilité même de l'aristocratie romaine. Les documents comptables fragmentaires, analysés par les historiens économiques modernes, suggèrent que certaines familles patriciennes virent leurs fortunes ancestrales, accumulées pendant des siècles de service à la République, puis à l'Empire, s'évaporer en quelques mois de participation forcée au système palatine. Caligula exploitait méthodiquement cette vulnérabilité financière pour extorquer des concessions politiques. Un sénateur endetté devait voter systématiquement en faveur des propositions impériales au Sénat, approuver sans discussion les nominations aux postes gouvernementaux et soutenir publiquement même les décisions les plus tyranniques de l'empereur. Le refus de coopérer entraînait l'exigence immédiate du remboursement intégral de toutes les dettes accumulées, demande impossible à satisfaire qui conduisait inévitablement à la saisie des propriétés familiales et à la ruine complète. Tacite mentionne dans ses annales que plusieurs anciennes familles consulaires disparurent complètement durant le règne de Caligula, non pas par exécution politique spectaculaire, mais par cette lente strangulation économique qui les força à vendre leurs domaines ancestraux, leurs esclaves, leurs œuvres d'art et finalement leurs résidences urbaines pour tenter vainement de satisfaire les créances impériales. Ces propriétés étaient systématiquement rachetées par le trésor impérial à des prix dérisoires, enrichissant Caligula tout en éliminant les bases matérielles du pouvoir sénatorial. L'assassinat de Caligula le 24 janvier de l'an 41, après Jésus-Christ, déclencha une opération de censure historique d'une ampleur sans précédent dans l'histoire romaine.
Les conspirateurs menés par le tribun Cassius Chaerea ne se contentèrent pas d'éliminer l'empereur dans les couloirs souterrains du palais impérial durant les Jeux palatins. Ils orchestrèrent méthodiquement l'extermination complète de sa lignée en envahissant les appartements privés pour exécuter son épouse Caesonia et fracasser le crâne de sa fille Julia Drusilla contre un mur de marbre, garantissant qu'aucun descendant ne pourrait perpétuer la dynastie du terreur. Mais cette violence physique ne représentait que la première phase d'un effacement systématique bien plus vaste. Le Sénat romain, réuni en session d'urgence quelques heures après l'assassinat, vota la damnatio memoriae, décret officiel ordonnant la destruction de toute trace matérielle du règne caligulien. Les statues furent martelées jusqu'à devenir méconnaissables. Les inscriptions gravées sur les monuments publics furent effacées au burin. Les pièces de monnaie frappées à son effigie furent fondues en masse. Et surtout, les archives palatines contenant les registres détaillés des cérémonies nocturnes, des examens médicaux, des transactions financières et des rapports de surveillance furent systématiquement brûlés dans la cour du temple de Vesta. Suétone mentionne que cette destruction documentaire dura 3 jours consécutifs, alimentant des brasiers qui consumèrent des milliers de rouleaux de papyrus et de tablettes de cire. Pourtant, malgré cette tentative d'oblitération totale, des fragments survécurent dans des endroits inattendus. Des copies de documents administratifs avaient été envoyées aux archives provinciales de Carthage, d'Alexandrie et d'Antioche, métropoles qui conservaient leurs propres collections indépendantes des archives centrales romaines. Lorsque ces villes furent conquises par les Arabes au 7e siècle, puis par les croisés au 12e siècle, certains manuscrits furent traduits en arabe et en grec, circulant dans les bibliothèques monastiques byzantines et les centres d'études islamiques où ils échappèrent à la censure catholique médiévale. Les découvertes archéologiques modernes ont progressivement reconstitué l'ampleur du système caligulien à travers des sources inattendues. En 1863, lors de fouilles dans les ruines d'une villa patricienne près de Herculanum, des archéologues découvrirent une cache murée contenant des lettres privées échangées entre sénateurs durant les années 38 à 40 après Jésus-Christ. Ces correspondances, préservées par l'éruption du Vésuve en l'an 79 qui scella hermétiquement la villa sous des mètres de cendres volcaniques, révèlent des détails glaçants sur les réactions des familles aristocratiques face aux convocations palatines. Une lettre de Lucius Vitellius à son frère Aulus décrit avec une précision clinique les symptômes de traumatisme psychologique que manifestait son épouse après sa première participation aux cérémonies du temple de Jupiter, mentionnant des cauchemars récurrents, une incapacité à supporter le contact physique et des crises de mutisme qui duraient plusieurs jours. Plus révélateur encore, Vitellius évoque l'existence d'un réseau clandestin de médecins privés qui traitaient secrètement les femmes revenues du palais, praticiens qui risquèrent leur vie en soignant des blessures dont l'origine ne pouvait être officiellement reconnue sans accuser implicitement l'empereur de crimes contre l'aristocratie. Ces médecins clandestins développèrent des techniques chirurgicales avancées pour traiter les traumatismes internes spécifiques causés par les pratiques palatines, innovations médicales qui furent ensuite intégrées discrètement dans les traités gynécologiques de Soranus d'Éphèse et de Galien de Pergame sans jamais mentionner leur origine véritable. L'historien médical Heinrich von Staden, dans son étude monumentale publiée en 1989 sur la médecine hellénistique et romaine, démontre de manière convaincante que plusieurs procédures gynécologiques décrites dans les textes médicaux antiques correspondent exactement au type de blessures documentées dans les fragments de rapports palatins caliguliens, établissant ainsi un lien direct entre les pratiques impériales et l'évolution de la médecine féminine romaine. L'impact dynastique du système caligulien s'étendit bien au-delà de son règne de 47 mois. Les familles sénatoriales qui survécurent à cette période portèrent les cicatrices générationnelles de l'humiliation systématique. Des études généalogiques menées par des historiens modernes révèlent que plusieurs grandes lignées patriciennes s'éteignirent dans les décennies suivant la mort de Caligula, non par exécution politique, mais par effondrement démographique. Les femmes traumatisées par les expériences palatines manifestaient des taux de stérilité anormalement élevés, phénomène que les médecins antiques attribuaient à des déséquilibres humoraux, mais que la médecine moderne reconnaît comme conséquence directe de traumatismes physiques et psychologiques sévères.
Tacite mentionne dans ses annales que sous le règne de Claude, successeur immédiat de Caligula, le Sénat dut adopter des mesures exceptionnelles pour encourager les mariages aristocratiques et la procréation patricienne, offrant des exemptions fiscales et des privilèges légaux aux familles sénatoriales qui produisaient au moins 3 enfants légitimes. Ces incitations démographiques, sans précédent dans l'histoire romaine républicaine ou impériale précoce, témoignent indirectement de la crise reproductive qui affectait l'élite suite aux années caliguliennes. Plus sinistre encore, plusieurs sources suggèrent que certaines pratiques instaurées par Caligula survécurent à sa mort sous des formes modifiées. Suétone rapporte que Néron, dernier empereur de la dynastie julio-claudienne qui régna de 54 à 68 après Jésus-Christ, ressuscita certains aspects du système palatine en organisant des banquets nocturnes où des matrones aristocratiques étaient contraintes de participer à des spectacles érotiques devant des audiences sélectionnées. Bien que les sources décrivent ces événements comme moins systématiques et moins violents que les pratiques caliguliennes, il démontre que le précédent établi par Caligula avait normalisé dans certains cercles impériaux l'idée que les corps féminins aristocratiques pouvaient être instrumentalisés pour des démonstrations de pouvoir absolu. La censure médiévale et moderne prolongea l'effacement initié par le Sénat romain. Lorsque les moines copistes médiévaux recopiaient les textes de Suétone, Tacite et Dion Cassius dans les scriptoria monastiques entre le VIe et le XVe siècle, ils omettaient systématiquement ou euphémisaient les passages les plus explicites concernant les pratiques sexuelles impériales. Les manuscrits byzantins conservés à Constantinople échappèrent partiellement à cette censure catholique, préservant des versions plus complètes qui ne furent redécouvertes par les érudits occidentaux qu'après la chute de Constantinople en 1453, lorsque des réfugiés grecs apportèrent des codex anciens en Italie, déclenchant ainsi la Renaissance et un renouveau des études classiques. Mais même durant la Renaissance, les traductions latines et vernaculaires des historiens antiques continuèrent d'édulcorer les passages concernant Caligula. L'édition de Suétone, publiée à Venise en 1494 par Aldemanus, première édition imprimée des Vies des 12 Césars, contenait des omissions significatives par rapport aux manuscrits byzantins complets, omissions qui furent perpétuées dans la plupart des éditions ultérieures jusqu'au XIXe siècle. Ce n'est qu'avec le développement de la philologie scientifique allemande au XIXe siècle que des érudits comme Theodor Mommsen commencèrent à établir des éditions critiques basées sur des comparaisons systématiques de tous les manuscrits survivants, révélant progressivement l'étendue de la censure historique et restaurant des passages supprimés pendant plus de 1000 ans. L'histoire de Caligula et de son système palatine de domination révèle une vérité dérangeante sur la nature du pouvoir absolu. Lorsqu'aucune institution ne peut limiter l'autorité d'un souverain, le corps humain devient le dernier territoire de conquête. Les 7 actes intimes imposés aux femmes sénatoriales entre 37 et 41 après Jésus-Christ ne furent pas des aberrations isolées d'un empereur dément, mais les composantes méthodiques d'une architecture de terreur qui transforma le palais impérial en laboratoire de destruction psychologique. Ce système détruisit des familles entières, anéantit des fortunes ancestrales et laissa des cicatrices générationnelles qui marquèrent Rome pendant des décennies. Si cette investigation dans les archives interdites de l'Empire vous a fasciné, je vous invite à poursuivre cette exploration ensemble. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres secrets impériaux que l'histoire officielle a tenté d'effacer. Laissez un like sur cette vidéo si ces révélations vous ont touché. Dans les commentaires, partagez votre localisation et surtout, suggérez-moi quel personnage historique vous souhaiteriez voir dévoilé prochainement. Quelles impératrices, quelles reines, quelle civilisation ancienne vous intrigue? Vos recommandations guident directement le contenu futur de cette chaîne. Ensemble, continuons à déterrer les vérités que les puissants ont voulu enterrer pour toujours.